Bonjour et bienvenue à la troisième édition du festival Afro-Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui des belles panélistes qui vont nous raconter leur parcours et leurs défis dans ce monde littéraire, dans le cadre de l'inclusion aussi et de l'entrepreneuriat. Donc on va parler de plein de belles affaires. Donc je me présente, je suis Madula Kébé-Camara, donc directrice des éditions Diverses et Syllabes, une maison d'édition nouvellement créée donc à l'été 2020. Mais je vais laisser la parole aux panélistes qui vont nous raconter leur parcours et nous en dire plus sur elle. Donc Chloé. Allô, je m'appelle Chloé Savoie-Bernard, je suis écrivaine, j'écris de la poésie, des nouvelles, je suis aussi traductrice et pas mal ça. Merveilleux. Gabriella. Je m'appelle Gabriella Garbeau, je suis vraiment honorée d'être parmi vous. Je suis fondatrice de la librairie Racine qui met de l'avant les auteurs issus des communautés culturelles. Super. Bonjour, je m'appelle Elina Timsit. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être ici. Je suis la fondatrice des éditions Proleps, que j'ai créée en 2016, qui est une maison d'édition qui veut mettre en lumière les femmes et les personnes en situation de marginalité. Et je suis autrice accessoirement aussi. Ouais, c'est un beau panel. Donc on va commencer avec la première question pour vraiment un peu plus éclairer nos auditeurs et auditrices. Donc selon vous, quels sont les inhibiteurs ou obstacles qui freinent, voire qui empêchent l'accès des femmes noires de Montréal et du Québec à entrer dans le domaine de la littérature? Donc on peut commencer par ordre. Ou est-ce que, Elina, tu veux prendre la parole, par exemple? Oui, je dirais deux choses en fait. Patriarcat et argent. Pourquoi? Parce que le problème au Québec, c'est que quand on est une maison d'édition, pour avoir accès aux subventions, et on s'entend que les maisons d'édition ne vivent que par subvention, il faut que l'entreprise soit 100% canadienne. Donc il faut que les associés soient 100% canadiens. Donc, ce qui fait que tous les éditeurs qui sont immigrants, en fait, et qui ne sont pas encore accédés à la citoyenneté, ne peuvent pas avoir accès à ces subventions. Donc, ça fait 5 ans que je roule sur mes deniers personnels pour publier mes auteurs puis mes autrices. Et patriarcat, pourquoi? Parce que la place de la femme, puis surtout de la femme noire en édition, est très, limitée. La plupart des maisons d'édition sont tenues par des gens qui sont là depuis très très longtemps, souvent des hommes blancs, 50 ans et plus. Et le problème, c'est que se faire une place en tant que femme noire en édition aujourd'hui, c'est assez complexe en fait. Parce que c'est un milieu assez archaïque. Je te rejoins totalement, Elina. En plus, je rajouterais que pour accéder aux subventions, il faut également avoir édité 5 ouvrages de Québécois ou de Canadiens pour obtenir ces subventions. Donc, c'est en plus d'être de nationalité, mais également, il faut avoir un minimum d'argent pour d'abord fabriquer ces 5 ouvrages-là et ensuite avoir la possibilité d'appliquer à ces subventions-là. Donc, c'est plein de freins, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, on va écouter les autres panélistes. Sur ces questions de justement de ces obstacles que vous, dans vos démarches artistiques ou même d'initiatives entrepreneuriales, est-ce qu'il y a eu des inhibiteurs vraiment spécifiques à notre marginalité, même si c'est pas nous qui nous l'imposons, mais qu'est-ce que par exemple, Gabriella, est-ce que tu en as eu? Moi, je pense que le racisme systémique, c'est quelque chose à ne pas négliger. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes racisées, comme on parle du manque d'accès au capital. Puis ça, on sait que le capital, souvent, est géré par des personnes qui ont des biais conscients ou inconscients, qui vont peut-être même pas comprendre la vision ou l'idée ou la problématique qui fait en sorte que quelque chose comme la librairie Racine devrait exister. Donc, tu vas arriver devant des personnes, tu vas expliquer pourquoi la librairie Racine devrait exister, puis ils vont pas comprendre, puis c'est eux qui doivent décider s'ils t'allouent une certaine bourse ou un certain prix ou s'ils donnent du soutien. Donc, comment faire si, même à l'étape de l'idée où tu penses à ton concept et pourquoi un certain espace devrait exister, puis
tu devrais le pitcher à des gens qui n'ont même pas cette sensibilité-là. Ça, c'est déjà un grand obstacle quand je parle, par exemple, de mon expérience à moi. Tout à fait. Non, mais c'est tellement pertinent ce que tu dis. Je l'avais même pas vu sous cet angle-là. C'est-à-dire que souvent on pose la question, mais pourquoi axer une maison d'édition pour les personnes racisées et les personnes minorisées dans le genre? C'est souvent pourquoi diverses syllabes? Vous auriez pu intégrer une structure déjà existante. Vous auriez pu faire comme tout le monde. Et c'était, je comprenais même pas la question, mais maintenant ça m'éclaire sur le. Ben en fait, ces personnes-là, on les voit peu. Oui, mais c'est parce qu'il y en a peu. Ben si tu regardes à gauche, à droite, au Québec, il y a de la diversité, mais on ne le voit pas en littérature. Oui, mais ces personnes-là, elles sont soit pas bonnes, soit choisissent une autre filière. Ben non, en fait, c'est peut-être parce qu'on les accepte pas. Oui, mais il n'y a pas de nom sur un manuscrit. Oui, mais le style, le sujet, les personnages quand ils sont racisés, quand c'est le personnage principal, tout ça, ça oriente aussi la lecture et on se dit non, ça va pas fonctionner ça. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que... Et puis, aussi, les personnes racisées se freinent elles-mêmes sur la volonté d'aller en littérature, dans les arts d'ordre général. Je pense qu'aussi, il y a cet aspect-là. Mais Chloé, oui, pardon, excuse. Chloé, par exemple, si tu voulais ajouter un élément, je pense que ta perspective, elle peut être pertinente aussi. Ben oui, mais ça me donne à penser. Puis, tu sais, maintenant, je suis chanceuse parce que je suis comme relativement établie dans ma carrière, mais ça me fait repenser à quand j'ai commencé à vouloir publier des livres à 23, 24 ans. Puis, mettons, quand j'ai publié mon premier livre, ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Puis, on m'a facilement comme mis dans une catégorie de genre... tu sais, on parlait juste du rapport au corps, du rapport à la sexualité. J'ai l'impression que mon travail a vraiment été très, très, très réduit, souvent pas pris au sérieux. Puis, à l'époque, je pensais que c'était le cas de toutes les jeunes femmes qui publiaient. Tu sais, je me disais... Puis là, je voyais mes amis autour de moi, ça se passait pas comme ça. Genre, il y avait pas les mêmes combats à mener. Puis maintenant, comme à presque, je sais pas, 7, 8, 9 ans de distance, je vois que c'était pas tout à fait normal le traitement qui m'a été réservé. Mais au-delà de ça, c'est aussi à chaque fois que je vais dans des salons du livre, que ce soit au Québec ou à l'étranger, la manière dont je suis vue, de me faire demander si je suis la secrétaire, de me faire demander est-ce que c'est ton premier livre? Tu sais, c'est toujours de penser que je suis en fait en bas de mes capacités, en bas de mon CV, en bas de mes accomplissements. Tu sais, puis maintenant, avant, je pense que ça faisait que je me remettais beaucoup, beaucoup en question. Maintenant, tu sais, je pense que je suis plus combative ou je suis plus comme lol, mais c'est vrai que c'est extrêmement pernicieux puis extrêmement violent comme type de discours, là. Tout à fait. Puis ça nous pousse aussi à aller au-delà de nos capacités, cette violence-là où on veut démontrer qu'on a notre place là à la table. Et donc, ça me fait penser à ce que Françoise Verdès disait hier dans un des colloques dont elle a participé. Elle disait, mais des fois, c'est prendre ce qu'on a à prendre et de sortir, construire aussi notre propre table et construire notre propre maison où on peut discuter de ces affaires-là, où on peut aussi s'empowerer tout simplement, et de ne pas attendre qu'on nous tende cette perche-là, et puis de se dire non, c'est possible, et tu as un doctorat, à un moment donné, puis tu as publié plus de 4 livres, on ne peut même plus faire la liste, là, ça aurait été trop long, donc à un moment donné, c'est de se dire stop, elle est capable, elle a sa place qui est en tout cas. Mais justement, je rebondis sur la deuxième question en se disant, quel a été votre plus gros défi, en plus de ces comment dire, de ces montagnes qu'on pose devant vous? Quels ont été les plus gros défis dans la création de votre entreprise, que ce soit dans la démarche entrepreneuriale ou même dans la démarche, dans l'écriture même, pour Elina comme pour Chloé, c'est dans l'écriture aussi. Donc, qui veut prendre la parole pour le plus gros défi de taille? Est-ce qu'il vient de nous ou de l'extérieur aussi? Souvent, on nous dit ça, c'est un combat. Dites-moi plus. Pourquoi tout le monde me regarde? Je sais pas, on se regarde. Oui, moi, mon cheval de bataille, c'est l'argent. Malheureusement, pour une maison d'édition, si je veux éditer des livres, et puis on s'entend qu'éditer un livre, ça coûte pas 100 pièces. On parle de milliers de dollars pour un titre. Surtout si on veut bien le faire, puis vraiment dans les règles de l'art. Moi, je suis à compte d'éditeur, donc mes auteurs, mes autrices ne payent pas $1. Donc, tout est pris en charge financièrement par moi. Et se faire dire que, d'ailleurs, comme tu disais, déjà 10 livres à publier, dont 5 québécois, plus être citoyen, plus d'autres
il y a d'autres conditions encore. Puis que ça fait quand même bientôt 5 ans que je suis là. Puis qu'il faut que je refasse une démarche d'immigration personnelle pour pouvoir avoir de l'argent pour publier des auteurs qui ont un message fort à dire. Ça me fait un peu mal, en fait. Parce que on s'entend aussi que les subventions sont octroyées selon le rendement de la maison d'édition. Donc, plus une maison d'édition vend des livres, plus elle a de subventions. Donc, les micro-maisons d'édition, parce que je rentre là-dedans, parce que je publie à peu près 5 à 6 livres par année, bah, oui, je vais peut-être avoir des subventions, mais elles ne risquent pas d'être très élevées. Parce que je ne publie pas assez, je ne vends pas assez. L'accès à un diffuseur, le manque de prise au sérieux aussi, comme Chloé disait, d'être vue comme la secrétaire, d'être vue comme... parce que je suis allée à la 11e rencontre des interprofessionnels, puis quand je vois que je suis une des rares femmes et une des femmes les plus foncées de la salle, je me dis qu'il y a un problème, quoi. Parce que où sont les femmes noires qu'on voit partout, dans la rue, qu'on côtoie, qu'on a comme amies, comme sœurs, comme cousines, etc., puis qui ont tellement de choses à apporter, mais on ne les voit pas dans ces postes de pouvoir. Une femme, c'est adjointe à l'édition. C'est pas éditrice, c'est pas directrice de maison d'édition. Moi, quand je dis que je suis directrice de maison d'édition, ils me regardent comme ça. Puis en plus, j'ai 36 ans, donc je suis en plus dans la tranche d'âge basse de tout ça, et c'est incroyable, en fait. C'est l'intersectionnalité des luttes, c'est exactement ça, en fait. On est dans le racisme systémique, on est dans le sexisme, on est dans l'agisme, on est dans tout ça, en fait. Et puis pour rebondir aussi, ce que tu disais sur le financement, parlons des banques. Si les subventions liées à ce secteur d'activité ne fonctionnent pas, je viens du domaine bancaire, donc je peux le dire, c'est impossible qu'on se fasse financer en tant qu'organisme qui va promouvoir des œuvres dans la littérature, parce que tout de suite, c'est « mais vous êtes dans une catégorie où le gouvernement peut vous aider ». Oui, mais les conditions... C'est le chien qui se mord la queue, en fait. Donc, ouais, c'est vrai que ce que tu dis, un des défis de se dire que c'est l'argent, c'est totalement ça. Puis aussi... t'es quand même juriste à la base. Ouais. Oui. Comme tu disais pour Chloé, c'est pareil. On ne vient pas de rien, et malgré tout. Donc c'est de se dire aussi, c'est final. On a beau prouver par YZ que on a quelque chose, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui bloque aussi, mais on lâchera pas le combat, je pense. Ouais, non, ça c'est clair. On est là pour et puis Gabriella, je pense qu'elle a beaucoup à dire parce que je me suis beaucoup inspirée de ton parcours. J'ai beaucoup hésité, et parce que je voyais que tu avais fait quelque chose de tellement magnifique que je me suis dit, je lâcherai pas si elle lâche pas. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi beaucoup influencée. Donc, le fait qu'on est là, qu'on discute, je pense que ça peut donner des exemples à beaucoup de monde autour. Et tu n'en avais pas conscience, peut-être, ou que oui, mais en tout cas, je te le dis, moi, tu m'as beaucoup touchée dans ta démarche, dans toute ton initiative. Et donc, parler avec toi, là, moi, j'aime ça. Donc, je te laisse ta parole. Je suis vraiment honorée de ce que tu viens de dire, ça me touche. Et puis, sinon, pour rebondir sur ton intervention, ça m'a un peu choquée lorsque tu as dit du genre que tu n'es pas prise au sérieux, parce que moi, c'est une des choses qui m'est arrivée aussi. Fait que là, je suis comme, oh, toi aussi? Parce que j'ai eu l'impression, parce que je connaissais pas beaucoup de monde dans le milieu non plus, que quand je suis arrivée, le monde était comme, ben, t'es qui, toi? C'est quoi que t'as fait? T'arrives de nowhere, tu dis que le milieu est pas inclusif, puis là, tu dis des critiques, puis là, nanana. Tu sais, j'avais l'impression beaucoup de ça. J'avais beaucoup de cold shoulder, je sais pas, des épaules froides. Je sais pas comment traduire, mais je voyais que le milieu était pas très, 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 très chaud à ce que j'avançais, parce que je disais qu'il fallait décoloniser les bibliothèques. Tu sais, juste mon langage, comment j'arrivais, ça choquait beaucoup. Puis ça remettait en question beaucoup d'institutions qui n'étaient pas très contentes. Puis c'est difficile parce que tu arrives dans un milieu où tu es comme, oui, apprenez-moi comment ça marche, tu es toute contente, mais à cause de tes valeurs, puis qui tu es, puis les gens ils sont comme, ben, t'as étudié en quoi, t'as fait quoi, est-ce que t'as lu telle personne, etc. Donc, il y a toujours cette façon d'être
essayer de te questionner, de voir t'es qui, tu viens d'où. Il y a une réticence un peu à nos présences, à nos corps, à nos idées. C'était vraiment difficile. Puis sinon, pour moi aussi, c'est sûr que le manque de capital, ça joue un très, très, très grand rôle parce que si j'étais pleine aux as, je serais déjà probablement une librairie agréée, ce qui me donnerait accès à encore plus de capital. J'aurais probablement un plus grand local, ce qui me ferait que je pourrais diversifier mes sources de revenus, etc. Donc, souvent, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir augmenter nos capacités, mais on n'a pas accès au capital. Fait qu'on reste un peu comme coincés, puis la majorité des entrepreneurs noirs, ils doivent passer par l'autofinancement ou d'autres choses qui font que ça nous prend plus de temps à arriver à notre plein potentiel. Puis après, ça fait que les gens de notre milieu nous regardent de haut, mais c'est juste ça nous prend plus de temps à cause des barrières qu'on doit sauter, puis en tout cas. Non, mais on va y arriver quand même, c'est juste... C'est ça, c'est l'espoir de se dire qu'on lâchera pas le steak, mais c'est épuisant, il faut le dire aussi, nos auteurs et auditrices nous regardent, c'est épuisant, mais la cause est tellement valable, et justement, c'est de permettre de diversifier tout ce qui se passe, de permettre de diversifier un milieu qui ne l'est pas, pour que ça ressemble à la réalité qui est autour de nous. C'est pas évident. Mais par contre, justement, ça me fait penser à cette troisième question. Quels sont les dangers de vouloir représenter sa communauté ou de vouloir affirmer sa place en tant que femme afrodescendante dans le domaine de la littérature? C'est quand même une grosse responsabilité, ça. Oui, puis c'est aussi la crainte de rendre une image homogène. Là. Moi, je pense pas que ma réalité, c'est la tienne ou la tienne. Là. Je pense qu'on vient les trois d'endroits très différents. Moi, je suis métisse, ma mère est blanche, je suis née ici, je suis pas immigrante. T'sais, moi, je trouve que j'ai quand même beaucoup de privilèges. Là. J'ai eu beaucoup de privilèges dans ma vie, puis même, je trouve que j'ai eu, malgré tout, même si ça a été un combat, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, j'ai l'impression, dans le milieu littéraire. Puis, mais même à ça, je trouve que ces temps-ci, dans l'air du temps, ma présence est instrumentalisée souvent, là. Fait que j'essaie de me demander quand je suis invitée à un projet ou quand j'accepte telle ou telle chose, ben à qui sert ma présence? Est-ce que ma présence me sert à moi? Est-ce que ça me sert à moi d'être utilisée ici en ce moment ou ça sert à la personne qui m'invite? Parce que, tu sais, souvent, on se fait demander de faire je me suis fait demander une chose insane, je trouve, la semaine dernière. C'est pas payé, tu sais, souvent c'est ça aussi, c'est du temps, du travail non payé, non rémunéré. Puis là, la personne, elle m'appelle, puis là, c'est une journaliste, puis elle me dit « Ah, est-ce que tu veux venir la semaine prochaine pour telle association? On demande à tel auteur, on veut de la diversité, malheureusement, c'est pas rémunéré. Tout le monde dit un petit bout de texte, toi, tu dis un bout de texte, tu as le texte la veille, puis tu te déplaces. » Puis là, j'étais comme, mais pourquoi je viendrais faire ça? Puis là, j'ai dit, ben non, je suis très occupée, j'ai pas le temps de faire ça, je suis désolée, c'est rien contre toi. Elle était comme, ah, t'es très occupée? J'étais comme, mais oui, ma chérie, je suis très occupée. Oui. Mais tu comprends, c'est aussi de s'attendre que tu vas être disponible, de s'attendre que tu vas être béni des dieux parce que tu vas être invité à tel projet, tandis que non, moi, je fais des tâches qui sont rémunérées, je gagne ma vie avec l'écriture. J'ai pas besoin de toi et de ton projet à en donner. C'est comme, qu'est-ce que moi, j'ai besoin, tu sais? Moi, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, pour m'acheter du pain, pour nourrir mes chats, tu sais. C'est pas parce que je suis l'écrivaine noire à laquelle tu penses que je suis sanctifiée par ton appel, tu sais. Puis c'est quand même violent, tu sais, c'est des petites agression, aussi de s'attendre à ce qu'on ait le temps, pas nécessairement, tu sais. Puis c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je suis outillée, est-ce que je suis utilisée, à qui sert ma parole, est-ce que je coche une case en ce moment? Puis des fois, ça me dérange pas de cocher une case, mais je suis comme de moi 1000$, tu sais. Genre, faut penser à ça aussi, là. Ouais. Non, c'est fou. C'est fou. Mais des fois, tu te dis, je vais me laisser instrumentaliser parce que ça peut donner l'exemple à la jeune génération de se dire, on est capable d'être à tel endroit. Mais des fois, c'est tellement flagrant, puis c'est humiliant aussi de se dire que j'y vais juste pour eux qui semblent être des gens plus ouverts d'esprit. Mais c'est ça. C'est des fois aussi, il faut prendre ce qu'on a à prendre et puis laisser faire. Mais c'est une charge mentale. Là. Mais c'est un apprentissage aussi à le faire. Là. Je veux dire, j'en ai fait plein des choses non rémunérées dans ma vie, énormément, mais c'est juste en donné d'être comme... Puis ces choses-là, ils m'ont servi à l'époque, mais est-ce que ça me sert encore maintenant? Puis il faut apprendre à dire non. C'est vrai. Gabriela peut peut-être te rajouter un mot. Wow, on vit sensiblement les mêmes choses. C'est sûr que moi,
on m'a souvent demandé mon avis pour toutes sortes de choses. En ce moment, plein de personnes qui voulaient rien savoir de moi puis mon idée, maintenant, sont plus ouverts à le racisme. Tu sais, depuis la mort de George Floyd, là, il y a tout un mouvement de comment on peut rendre tout plus inclusif. Donc là, il y a la même chose, il y a les mêmes questions que je me pose ou à qui bénéficie ma présence, parce que juste le fait que je sois annoncée dans une discussion, mais il y a plus de personnes qui vont regarder de ma communauté, il y a plus de personnes aussi qui vont être intéressées à l'événement, je vais le diffuser, etc. Donc, ma présence, souvent, elle est utilisée pour dire, ah ben, puis des fois, on m'invite comme ça. On dit, ah ben, on voulait parler de X sujet, mais on s'est rendu compte qu'il y en était juste des blancs, est-ce que tu veux venir? Je suis comme, ben voyons. Puis tout le monde a été invité bien avant, mais c'est juste quelqu'un a allumé, oh mon Dieu, on peut pas le faire, on est juste des blancs, on va se faire accuser de toutes sortes de choses. Fait que finalement, on pensait même pas à toi depuis la première journée ou à l'idée, t'es juste un ajout. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose, mais moi, en même temps, en étant mère seule, des fois, malheureusement, je vais prendre le cachet. Si on m'en offre un, je vais le faire. Je vais le prendre le cachet parce que je vais l'investir dans la révolution. Mais j'y vais pas comme toujours joyeuse. Puis des fois, je reçois des invitations dernière minute qui font pas de sens. Puis je suis transparente. Puis des fois, je vais dans des réunions où j'ai été invitée ou toutes sortes de comités. Puis je me dis, bon, ben, je vais y aller, même si ça va être difficile. Puis c'est difficile d'entendre toutes sortes de choses. Puis tu te dis, waouh, s'il y avait des caméras ou des micros, ça serait... Ouais, c'est fou. Puis d'être obligé de représenter toute une communauté dans sa diversité que chacune d'entre nous n'a pas finalement. Comme disait Chloé, on a des profils différents, on a des bagages différents, des backgrounds différents. Puis mais de parler tout le temps pour tout le monde. Et puis une personne immigrante asiatique n'est pas la même chose qu'une personne comme moi qui est immigrante. Moi, je suis pas immigrante de l'Afrique aussi, je suis immigrante de la France. C'est un autre privilège. Je veux dire, je peux me permettre de retourner aux études alors que j'ai 2 enfants, mais j'ai d'autres privilèges qui font que je peux me le permettre. Tu vois, c'est tout ça aussi. Puis de se lancer dans certaines aventures, c'est parce qu'on a certains privilèges, mais d'être invité de temps en temps pour parler de toutes ces différences-là, alors que des fois, tu dis, j'ai pas cette casquette, comment je vais faire pour... Ben non, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ou des fois, c'est, ben oui, je vais y aller, parce que ça fait quand même avancer la révolution. Mais c'est pas évident. Mais c'est aussi des choses à prendre en compte pour le partager aussi, de dire, mais quand on te voit dans un événement, ça donne de l'espoir à d'autres, ça donne... Donc, c'est très compliqué. C'est quand même une toile d'araignée assez... permissif, comme tu disais, c'est fou. Elina a peut-être un mot à rajouter. En fait, désolée de l'expression, mais c'est vraiment avoir le cul entre 2 chaises. Parce que oui, on veut de la représentation, oui, on veut avoir cette... pas être représentant, mais disons, donner l'espoir aux gens que c'est possible de faire autrement. Donc, oui, on va le faire parce que c'est important en fait, parce que c'est important pour la génération suivante, parce que c'est important, parce que sinon de toute manière on n'est pas invité. Mais en même temps, est-ce que c'est toujours la question, est-ce que j'ai envie d'être le token de service? Comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, si on est capable de nommer une catégorie d'auteurs, de noms d'auteurs pour une catégorie de personnes, on n'a pas atteint l'inclusion. Parce que si je te demande quels sont les auteurs noirs au Québec, la première réponse que j'ai, c'est Daniela Ferrière. Si je te demande qui sont les auteurs racisés au Québec, on va peut-être te rajouter Kim Thuy. Si je te demande qui sont les auteurs blancs au Québec, tu vas bloquer parce qu'il y en a une liste longue comme le bras. Mais pour l'instant, si on se demande qui sont les éditeurs, les auteurs, les librairies racisés à Montréal, on est capable de tous nous nommer. Alors que si je demande quelles sont les maisons d'édition tenues par les Blancs ou qui publient des Québécois, je peux t'en nommer des dizaines et des dizaines. Donc, tant qu'on ne sera pas capable de nous perdre dans la masse, en fait, l'inclusion, on ne l'a pas. Non, Est-ce que je peux rajouter un mot sur la fatigue? Ah oui. Ah oui, merci. C'est très fatigant aussi d'être sollicité. Tu sais, c'est un beau... Tu sais,
à quelque part, c'est un beau problème d'être sollicité, mais d'être sollicité avec ce poids-là, comme dans les invitations pour première minute, c'est un vraiment bon exemple parce que moi, maintenant, je dis, ah, ben c'est drôle, l'événement est dans 3 jours, tu m'invites maintenant, pourquoi? Y a-t-il un désistement? Tu sais, c'est aussi de se dire, tu penses pas à moi à cause de mon travail, tu penses à moi à cause de la couleur de ma peau, c'est un peu blessant, tu sais. Puis il y a une fatigue pour moi qui est liée parce que je veux toujours faire un travail d'éducation. Moi, je veux tout le temps être fine parce que, fait que j'écris des courriels vraiment gentils, je suis pas juste comme va chier. Puis tu sais, c'est vraiment un gros travail de mettre mes gants blancs, d'être comme gentille, d'avoir ce poids-là, d'essayer d'éduquer. Tu sais, c'est vraiment un poids qu'une personne blanche n'a tout simplement pas, jamais, ou jamais de cette façon-là. C'est un fardeau qui est supplémentaire. Réellement. Je vais rajouter un petit truc. Vas-y. En fait, moi aussi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser aussi au rapport de pouvoir où des fois, les gens qui m'invitent dans des trucs de dernière minute, c'est des gens du milieu que il faut que j'aille dans mes bonnes grâces, où je peux pas juste être comme, ben voyons, ça n'a pas de sens, puis nanana. Je peux pas toujours être comme pompée parce qu'après, moi, tu sais, je suis en haut de mon bras, mais il y a du monde en haut de moi. Il y a les distributeurs, il y a beaucoup de personnes en haut de moi où il y a des gens dans la chaîne où, malheureusement, dans la position où je suis, où je débute, où je suis seule, je peux pas non plus toujours être crinquée, puis toujours, même quand ils font des affaires tout croche, puis mal fait, je peux pas toujours être très primée parce que ils sont dans une position de pouvoir où, puis ils le savent aussi. Ils le savent, ils sont conscients aussi que c'est des fois leur offre, même si elle est tout croche, c'est dans mon avantage d'accepter. Je comprends. Ça me fait vraiment penser à la charge raciale dont parle Maboula Soumaoro dans son livre. Vraiment, c'est cette charge raciale-là de se dire que toi, tu dois tu dois penser à tellement d'affaires avant de dire oui ou non, tu sais. Donc, Elina va rajouter un élément. Oui, juste un élément, et puis je pense que Chloé le vit aussi, c'est que nous, on est light skin. Donc, la question aussi qu'on se pose, du moins je pense que tu te la poses aussi, c'est est-ce que je suis invitée parce que je suis pas si noire? White passing. Ben moi, j'en suis convaincue, là. C'est ça. on est les noirs pas trop noirs, qui peuvent être invités, puis qui font bien. Puis on a l'élément diversité, mais où sont les femmes dark skin? Où elles sont? Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis pâle, j'ai pas d'accent. Ben, j'ai l'accent québécois, mais je veux dire, j'ai pas d'accent hors Québec. Tu sais, je veux dire, moi, je sais très bien que je suis commode. Ça me fait chier d'être commode, mais je suis cette personne-là quand même, tu sais. Puis je sais que je suis commode pour les gens, là. Je sais que c'est facile pour les gens. Une personne comme moi, c'est facile à avaler. C'est ça. On est plus facile dans le décor qu'une personne comme toi ou comme toi. C'est horrible à dire, en fait, mais le colorisme aussi dans les médias, c'est assez impressionnant, quoi. Totalement. Moi, je l'ai uniquement quand on m'entend au téléphone. C'est marrant. Donc, quand on me demande comment je m'appelle et quand on me voit, on se dit « Oh, il y a un décalage ». C'est violent aussi parce qu'on se dit oh, « Je ne m'attendais pas à ça, dis donc ». C'est terrible. Mais en tout cas, on peut en parler des... Non, mais c'est super intéressant parce que moi, si tu vois juste mon nom sur une page couverture, tu sais, Chloé Savoie-Bernard, je peux très bien venir de Sainte-Julie, là, tu sais. Ben, et de parents blancs. Mais moi, ça m'est arrivé souvent, c'est genre, j'écris des livres, je m'appelle Chloé. Ah, Chloé Savoie-Bernard. Puis je suis comme, ben oui, cocotte. Tu sais, c'est super. Puis les gens se rendent pas compte de la violence de tout ça, tu sais. C'est très violent. Et moi j'en jouais beaucoup, puis des fois, ça me fait plus mal que d'autres fois. Mais j'en joue beaucoup quand, avant de me présenter, je fais « Bonjour, oui, on avait rendez-vous aujourd'hui, ta. » Puis on me dit « Oh, génial, on va se rencontrer enfin. » Puis on se rencontre « Oh, vous êtes qui? J'attends une personne importante, bougez. C'est moi. Oh. » J'en joue, mais des fois c'est violent, puis je choisis d'en jouer parce que je choisis de le voir de manière optimiste, mais c'est sûr que c'est violent parce que derrière je pense à mes enfants, derrière je pense à toutes nos sœurs, cousines, personnes qui nous ressemblent, et je me dis celles qui veulent pas le voir de manière amusante, celles qui
qui en ont assez, comment ça se passe en elles, tu sais. Et là, tu te dis, ouh, ok, je peux plus juste le voir de manière où moi, ça me fait, c'est pas grave, ça me passe au-dessus. D'autres personnes n'ont pas aussi cette force, et c'est correct, tu sais. Elina, est-ce que tu voulais rajouter? Non, ça va. T'as tout dit déjà? Non, attends, il en reste, attends. Quel conseil donneriez-vous justement à la nouvelle génération de femmes noires qui souhaiteraient être entrepreneurs ou travailler dans le domaine de la littérature où la diversité est peu représentée, justement? Quel conseil on donnerait à cette génération-là? C'est dur. Vas-y, fonce! Ouais, c'est ça. On est quand même beaucoup qui sont en train de frapper sur le plafond de verre, là. Ça va craquer bientôt, puis on est là, on a gardé la porte ouverte, il y a de la place, allez, on rentre, lâchez pas, puis let's go. C'est ça, c'est vrai. C'est de ne pas lâcher, mais surtout d'être indiscipliné, de ne pas attendre qu'on nous donne la permission, parce que de toute façon, on ne nous la donnera jamais. Puis de s'entendre dire pour qui tu te prends, qui es-tu, d'où tu sors, quel est ton background, quel est ton bagage, quelles sont tes études, qui tu connais dans ce domaine-là. T'es-tu la fille de... Non, oh, mais t'es qui? Oui, en fait, non, je suis la fille de personne, je me prends pour rien, juste pour moi. Puis même quand on est métisse, parce que c'est difficile aussi de se dire, je suis pas assez noire, est-ce que je peux dire que... Ou les personnes qui sont, tu sais, des white passing, ils disaient, tu peux passer pour une personne blanche, mais t'es autochtone. C'est triste, parce que tu l'es, quoi. Mais non, ou t'es métissé, etc. En fait, tu ressens ça en toi, puis tu vois ta famille du côté dark de la force, qui eux justement vivent ça, puis ça t'indigne, et puis parfois t'es juste un allié, puis que ça t'indigne aussi, puis que t'envoies tout valser, puis t'aides ces personnes-là, tu leur donnes la place. Faut pas juste leur ouvrir la porte parce qu'ils sont noirs, c'est pas ça qu'on te dit. Ça fait mal aussi. Je veux pas ça. Mais tu te combats, puis t'arrives là et tu te dis, je suis là. Vous m'avez vu, puis je suis là, puis j'avance. Je pense que c'est un bon conseil, c'est de pas lâcher, là. Puis Chloé... Ben oui, mais là, vous dites plein de belles choses. Vous êtes vraiment plus pragmatique et moins... genre, vous avez des beaux élans. Moi, je pense que une des forces, c'est le réseautage. C'est-à-dire, oui, d'y aller, oui, de foncer, mais de s'entourer de gens, des alliés, des personnes blanches et des personnes non blanches pour former... Parce que c'est pas vrai que c'est un milieu où on peut arriver en étant seul. Moi, j'y crois pas. Il faut des gens qui aident. Il faut des gens qui te poussent vers le haut. Tu sais, moi, si j'ai publié des livres, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont tiré puis qui m'ont... Fait que c'est ça. Il faut savoir s'entourer. C'est pour ça, je pense que là, en temps de pandémie, c'est plus difficile, mais il faut aller dans les lancements, il faut aller dans des lieux comme Racine, il faut parler aux gens. Comme ça, on se construit une petite maison, un lieu plus habitable par la connexion. Oh, c'est beau ce que tu dis, parce que même une personne blanche, cisgenre, qui a des privilèges, finalement, a besoin de ce réseau-là de toutes les manières. Et c'est aussi pour ça que c'est à nous de créer des structures qui permettront à ces personnes-là d'avoir du réseau. Pas pour avoir des passe-droits, mais que leur intelligence, leur qualité soit reconnue à sa juste valeur, et pas juste parce qu'elle est noire, verte, violette, c'est juste parce que tu travailles bien, tu es bien dans ce domaine-là. Mais oui, parce que effectivement, une femme blanche qui veut rentrer en édition, ça doit être difficile pour elle aussi. Donc, effectivement, de ne pas faire... Plus facile pour elle, mais difficile quand même. C'est ça. Donc, il faut aussi... C'est important de dire que le réseau est important. Merci. C'est un bon point, ça. Elina veut rajouter un point. En fait, j'en aurais deux. Yes. Ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est comme pas attendre qu'on nous donne la place. Allez-y, prenez la place, quitte à déranger, quitte à défoncer des portes, etc. Mais le deuxième conseil, c'est d'être doux avec soi-même, puis de se laisser le droit de laisser les autres paver à notre place. Parce qu'avec toutes les micro-agressions au quotidien, il y a des gens qui n'ont pas cette force-là, qui n'ont pas c'est parfois des privilèges. Moi aussi, j'ai le privilège d'avoir une famille qui m'aide, parce que la publication de mes livres, c'est mes fonds personnels, mais c'est les fonds de ma famille aussi qui croient en mon projet, puis qui me soutiennent là-dedans. Moi aussi, j'ai été adoptée. Il y a une famille blanche quand même aisée, donc j'ai cette chance-là, et puis je le sais. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces privilèges-là. Puis ces gens-là ont le droit d'attendre un peu avant de foncer ou d'aller, puis d'attendre qu'on pave un petit peu le chemin pour que ça soit un petit peu moins dur pour eux. Puis que justement, nous, on doit utiliser nos privilèges pour paver le chemin pour ces gens-là, en fait. Tout à fait.
C'est vraiment la douceur de la fin, cette empathie envers soi-même aussi, oui, c'est important. Parce que sinon, on ne peut plus. Hein, si on se casse, on s'auto-casse aussi, tout le monde nous casse, enfin, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais justement, qu'est-ce qui vous a encouragé à persister, en fait, malgré les embûches, malgré l'adversité, de poursuivre, en fait, cette quête de réussite? Parce que même en étant doux avec soi-même, on poursuit, on continue. Donc, qu'est-ce qui vous maintient debout? Ben, moi, je pense qu'au départ, j'étais naïve, là. Tu vois, je pensais à tous les exemples dans la littérature de gens qui avaient envoyé leur manuscrit 10, 20, 30 fois, qui n'avaient pas été acceptés. Tu sais, il y a plein de grands auteurs, autrices au travers des siècles. Fait que moi, quand j'ai eu mes premiers 30 refus, je me suis dit, ben, c'est normal. Puis je me suis dit, ben, je vais continuer. Puis j'ai toujours été tellement convaincue que j'avais quelque chose à faire dans la littérature, comme, tu sais, j'étais tout en bonne en français, ça avait toujours été juste ça, tu sais, c'est comme, j'avais toujours mis tous mes œufs dans ce panier-là, fait que je voyais pas tant d'autres options, je savais que c'était ça ma voie, puis je pense que c'est très naïf, je conseille pas nécessairement aux gens d'être aussi naïfs que je l'ai été, mais ouais, c'est ça qui a fait que j'ai, est-ce que je réponds c'est quoi la question déjà? Tout à fait, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai continué? Que t'as continué? La naïveté. Puis, mais aussi, je pense que j'y croyais J'ai toujours eu cette espèce d'image que j'avais un jardin intérieur, puis que après mon corps peut-être lui faisait obstacle, mais que j'avais quelque chose, puis qu'il fallait que ça sorte. Ouais. Pour le partager au monde entier. Ouais. Mais c'est beau. C'est narcissique, mais... Parce que ta vision de la vie, elle n'est pas comme celle des autres et qu'elle a le droit d'être quand même dans ce milieu-là. Donc, merci. C'est de la confiance, mais merci d'avoir eu cette confiance en toi. Ça enrichit ce milieu-là aussi, comme d'autres, mais c'est bien d'avoir Chloé Sarah Bernard dans le milieu littéraire. Et Gabriella, qu'est-ce qui t'a... OK, c'est super quétaine, là. Mais j'ai promis à une petite fille noire que Racine allait être l'endroit où il allait avoir le lancement de son livre. Tu vas me faire Fait pleurer. que là, j'ai pas le choix. Il faut que Racine continue à exister parce qu'elle est encore trop jeune. Puis elle veut devenir autrice. Fait qu'il faut que Racine continue à exister pour elle et pour tous les autres qui vont avoir des livres puis qui vont avoir besoin d'une belle vitrine où le diffuser. Vous avez choisi de me faire pleurer ou... entre Chloé et puis toi. Allez, Lina, allez, tu vas m'achever. C'est très beau, Gabriella. Tu peux répéter la question? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à continuer dans ta démarche, justement? Qu'est-ce qui te maintient en vie, justement, après tous ces coups qu'on reçoit? Ma tête de cochon. C'est bien, ça! Que j'aime aller au bout des choses, puis que le jour où je trouverai que je suis allée au bout des choses, peut-être que je ferai autre chose. Et le conseil que tu donnerais, ouais. Mais je pense que ce qui me porte surtout, c'est avoir la certitude que la littérature est l'avenir. Que par les mots, on peut changer le monde. Puis que par les mots de tous les auteurs que j'édite, de tous les auteurs que j'accompagne dans l'écriture de leurs livres, parce que j'accompagne aussi des auteurs dans l'écriture de leurs livres, bah, y a quelque chose qui peut changer. Il y a quelque chose qui peut révolutionner quelque chose. Ça envoie des messages à l'univers, puis ça touche aussi. C'est tellement pertinent tout ce que vous avez annoncé. Ça clôt vraiment bien notre discussion parce que toutes celles qui nous écoutent, c'est de leur dire lâchez pas, ayez des têtes de cochon, soyez têtus, soyez indisciplinés, puis croyez en vous, en votre jardin intérieur, que d'autres personnes aimeraient l'entendre pour faire du bien à une autre personne, puis de construire quelque chose qui va perdurer dans le temps, pour faire une belle passation aussi entre femmes noires, entre personnes racisées, mais tout simplement aussi pour le monde, pour l'améliorer. On contribue un livre à la fois, je pense, et chacune, un mot, un livre, une phrase à la fois. Et je pense que justement, c'est la culture populaire aussi, ou même les livres, ça a changé beaucoup de mentalité. Et je pense que on est en train de contribuer à ça et ça clôt bien notre belle discussion sur la diversité et l'inclusion en littérature. Merci beaucoup d'être venus nous parler aujourd'hui, Chloé, Gabriella, puis Elina. Puis moi, Madula, je vous souhaite une bonne continuation à tous et toutes.